plaît. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous en cette mi-journée pour un sujet majeur, d'une actualité, j'allais dire brûlante, parce qu'on aura l'occasion d'en parler ces dernières heures encore, elle a été alimentée, et qui nous concerne toutes et tous, le pouvoir du faux à l'assaut de la démocratie, parce que nous avons tous ce petit instrument qui semble être à la fois le meilleur et le pire, qui sert de moins en moins à téléphoner, de plus en plus à s'informer, mais bien s'informer ou mal, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Le pouvoir du faux à l'assaut de la démocratie. Dans un livre désormais connu, Les ingénieurs du chaos, le politiste Giuliano d'Ampoli cite cette phrase de Mark Twain: « Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures ». Alors, ce sont des éléments que les technologies ont rendu cette phrase peut-être encore plus prégnante aujourd'hui. 70%, on a une fausse information en moyenne, 70% de probabilité d'être plus partagée sur Internet qu'une vraie. Et sur les réseaux sociaux, la vérité prend 6 fois plus de temps qu'une fake news pour toucher 1500 personnes, révèle une étude du MIT. Les fake news, elles ont toujours existé, mais la situation inédite que nous vivons, c'est qu'on n'a jamais disposé d'autant d'infos, elles n'ont jamais été aussi rapides à nous arriver. Elles sont quasi instantanées et pourtant jamais les fake news, ou peut-être à cause de cela, n'ont été aussi nombreuses, aussi faciles à diffuser et aussi influentes, avec la profusion des canaux numériques. Maintenant aussi, l'accélération de l'IA générative qui permet la multiplication de ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire ces vidéos ou ces sons ou ces voix qu'on ne peut plus distinguer entre les personnages réels et des personnages qui sont des reconstitutions ou des fictions. Alors nos démocraties sont-elles ébranlées parce que certains appellent la jungle ou le chaos informationnel? Sont-elles véritablement menacées? De quelles armes dispose-t-on pour faire face? Faut-il freiner le progrès technologique ou au contraire l'embrasser tout en essayant d'en limiter ou d'en supprimer les dérives si c'est possible? Je suis heureux d'en parler à vos côtés. Comme dirigeant d'une chaîne parlementaire, on est particulièrement attentif à l'éducation à l'information, à une information de qualité. On va donc faire ce premier tour de table et échanger avec vous. Nicolas vous a présenté il y a un instant. Dans l'actualité, il y a l'arrestation de Pavel Durov, qui est le fondateur du réseau Telegram. Alors c'est intéressant parce que Telegram, on nous a dit à un moment, c'est une alternative à d'autres réseaux sociaux parce que c'est plus sécurisé, etc. Aujourd'hui, on apprend qu'en fait, c'est peut-être le moins sécurisé de tous. On apprend que la France a pas mal de choses à reprocher à M. Pavel Durov, qui est le fondateur milliardaire russe, qui vit à Dubaï pour partie. Bien que pendant des mois, voire plusieurs années, la Macronie en ait fait le réseau de communication interne de ses élus et de ses dirigeants. David Collomb, vous êtes enseignant et chercheur à Sciences Po, auteur de La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits chez Talandier, prix de la revue des Deux Mondes. On va parler aussi des deux actualités qui vont venir et qui vont être le théâtre de cette guerre. Mais sur cette affaire Durov, justement, est-ce que c'est un élément de cette guerre de l'information dont on vit là en direct les derniers développements, avec quand même, je crois, 10 chefs d'accusation pour cette garde à vue qui n'est pas finie. Pavel Durov, donc dirigeant et créateur de ce réseau qui s'appelle Telegram. Je ne me prononcerai pas sur l'affaire judiciaire. En revanche, les réactions à l'arrestation de Pavel Durov attestent, comme Asma pourrait très bien le dire aussi, du rôle géostratégique qui est celui désormais des grandes plateformes. Avant d'avoir des difficultés avec l'État français, Pavel Durov avait eu des difficultés avec l'État russe. Avant Telegram, il avait fondé vContact, qui est l'équivalent russe de Facebook, et le pouvoir lui avait reproché d'y laisser s'exprimer l'opposition. En 2011, il avait dû fuir la Russie, vendre ses parts. Et donc nous sommes en présence d'un exemple du rôle désormais déterminant des réseaux sociaux dans la géopolitique mondiale. Et ce qu'on lui reproche, notamment, entre autres, c'est l'absence de régulation de ces contenus. C'est bien ça qui se joue aujourd'hui entre liberté d'expression et
et modération, c'est-à-dire essayer d'éviter que des informations totalement fallacieuses n'arrivent à un maximum de gens? Asma Mala. C'est pour moi? Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Merci. Asma Mala, je Merci. rappelle que vous êtes politologue, essayiste et auteur de ce livre qui a été très remarqué, Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. Autrement dit, vous êtes bien dans l'idée qu'il y a aujourd'hui un combat qui est à l'œuvre. Il y a un combat qui est absolument général et qui nous concerne absolument toutes et tous. Les guerres cyber-hybrides ne concernent plus aujourd'hui simplement des armées entre elles, mais parce que précisément ce sont de nouveaux conflits invisibles sous le seuil où l'information, et là David pourrait aussi le dire aussi bien que moi, mais constitue aujourd'hui une arme invisible de ces nouvelles guerres-là. Donc oui, de ce point de vue, et vous l'aviez très justement souligné, aujourd'hui le point d'accès pour nous tous, nous toutes, ce sont les smartphones qui sont dans nos poches. Et donc de ce point de vue-là, par la dualité même de ces technos, par la dualité même de ces infrastructures, les réseaux sociaux ne sont pas simplement des apps que vous installez, ce sont des ce sont des espaces publics. Et la difficulté qu'on a, et le cas de Durov est ultra symptomatique, c'est qu'en même temps, ce sont des infrastructures d'utilité publique, et dans le même temps, ce sont des boîtes privées. Et donc, à la question de cette ligne de crête que nous n'arrivons toujours pas à dessiner, on tâtonne, on a des allers-retours, on a aussi des réponses réglementaires avec le Digital Service Act. Le cas de Durov est intéressant parce que dans les chefs d'inculpation, il n'est pas question de la question a priori de la liberté d'expression en tant que telle. Ce sont d'autres chefs d'inculpation, évidemment, qui sont mis en avant. Mais, et contrairement à ce que le président de la République a tweeté, c'est un sujet politique. Il est fondamentalement politique. Et sur les réactions, justement, qui a eu lieu, ce sont davantage des libertariens qui frisent ou qui sont très proches aujourd'hui de l'extrême droite. Elon Musk a été un des premiers. Les réactions de Snowden sont aussi très intéressantes de ce point de vue-là. Tout le monde a à peu près réagi dans la sphère tech ou dans les leaders d'opinion technologique. Et donc, à la question de qu'est-ce qu'on fait face à ça, la vérité, c'est que, et je terminerai peut-être là-dessus, je crois qu'on fait un tout petit peu fausse route à toujours poser la question de la réglementation, de la régulation ou de la modération sur le seul utilisateur. Parce que là, on va avoir la question de l'éducation aux médias, c'est très bien. Le fact-checking, c'est très bien. Mais on oublie toujours la dimension systémique, les canaux qui permettent la visibilisation de telles ou telles idées. Et là, en fait, on revient sur les médias classiques, sur la polarisation des médias, sur les leaders d'opinion, type Trump, etc. Et donc, ça fait système. Juste peut-être avant de développer, je reviens un instant vers vous, David Collomb. Là, on va quand même avoir, au-delà de cette affaire qu'on vient d'évoquer, Pavel Durov, on va voir ce qui se passe dans les heures qui viennent, mais on est à 70 jours de l'élection américaine. On est toujours en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec, on le voit, et vous le dites dans votre livre, la France qui est particulièrement ciblée par les services secrets russes en matière de tentatives de désinformation. Mais vous parliez de Trump, donc cette élection américaine, Trump, Kamala Harris, là, on va avoir des jours assez cruciaux, parce qu'on craint beaucoup que cette élection ne soit polluée par une avalanche de fake news. Il y a déjà eu pas mal de choses. La FCC a prononcé une amende il y a très, très récemment contre un petit opérateur télécom qui a diffusé un deepfake de la voix de Joe Biden pour décourager des électeurs démocrates d'aller voter aux primaires. Bon, donc ça va être une période quand même assez cruciale que nous allons vivre justement pour mesurer le pouvoir du faux et la capacité qu'il a ou non de modifier, je ne sais pas ce que vous en pensez, un processus électoral démocratique normal. Nous sommes dans une période cruciale, qui est celle d'une guerre de l'information menée par les régimes autoritaires contre les régimes démocratiques, avec pour arme principale l'information. L'espace informationnel est pour eux le champ de guerre principal. Donc c'est aujourd'hui, même s'il y a une guerre classique, on le voit en Ukraine, pour vous le premier champ de bataille, le principal? Ce n'est pas pour moi, c'est pour le Kremlin, qui a bien compris qu'il était beaucoup plus facile pour lui d'obtenir des victoires dans l'espace informationnel ou dans le débat politique en Europe ou aux États-Unis que sur le terrain en Ukraine. Et les investissements du Kremlin et d'autres régimes autoritaires sont considérables. Il faut voir qu'aujourd'hui, les élections aux États-Unis font l'objet d'ores et déjà d'ingérences massives, non seulement du Kremlin, comme en 2020, en 2016 et auparavant, mais également de l'Iran, pour d'autres raisons, mais également de la République populaire de Chine,
L'élection du 5 novembre est une élection cruciale pour le devenir non seulement des États-Unis, mais également de nos démocraties. Mais c'est-à-dire à ce moment-là, moi, si je vous comprends bien, vous avez l'air de dire qu'il y a une guerre entre les États et les réseaux. Or, ce que nous dit David Colomb, c'est que ce sont les États illibéraux, dictatoriaux, non démocratiques, qui utilisent les réseaux contre d'autres États. Voilà. Donc, Oui. vous n'avez pas tout à fait le même propos, en fait. Si, mais parce que les deux ne sont absolument pas du tout exclusifs, évidemment. Évidemment qu'il y a la guerre de l'information, donc David l'évoquait très justement. Toutes les théories complotistes, la distribution du chaos, le ciblage de certaines communautés, les leaders d'opinion de l'extrême qui vont justement reporter et être cette caisse de résonance d'amplification des théories russes, chinoises. La Chine est en train de monter en compétence et en train de s'industrialiser sur le modèle russe d'ailleurs. Donc ça, c'est une évidence. L'espace informationnel est aujourd'hui un espace de conflit. Et quoi de mieux que les réseaux sociaux, espace gratuit, ouvert à tous, avec la possibilité du ciblage, de captation de données, pour arriver à cette fin-là. Ça, c'est la première chose. Mais ça ne veut pas dire que nous, en démocratie, nous avons résolu la question de la modération ou de la régulation ou du contrôle de cet espace-là. Et donc, ce qui est très intéressant dans les rapports très ambivalents entre Big Tech américain et le régulateur américain que vous venez, l'un d'entre eux que vous venez d'évoquer, c'est qu'on est toujours sur une ligne de crête entre la dimension de l'antitrust, de la mise au pain de géants technologiques, et en même temps, on a des droits en démocratie qui s'appellent la liberté d'expression. Aux États-Unis, c'est le premier amendement, et qui font que la réponse institutionnelle est parfois un tout petit peu difficile, ou si on la trouve par exemple avec le DSA, là on en vient à la question de sa mise en DSA qui est donc le Digital Service Act, qui est la réglementation européenne. Sur la question des obligations de modération et de responsabilité des réseaux sociaux dans des cas justement dans les zones grises. Ce qui pose problème en démocratie au XXIe siècle, c'est pas ce qui est déjà légalement pénal pointé, et là ce sont nos institutions et l'état de droit qui date du XIXe siècle. C'est en fait l'entre-deux, le gris, ce qui est pas pénalement directement, si vous voulez, condamnable, mais qui, en fait, met un bazar, un chaos informationnel qui peut être, à un moment donné, très problématique. Et l'intelligence artificielle vient industrialiser, massifier ce qui existait par ailleurs. Mais la massification va poser un énorme enjeu de réponse. Il va falloir qu'on massifie également la réponse en termes de cyberdéfense, par exemple. Et là, on n'y est peut-être pas tout à fait. Sur cette analyse de l'état des lieux, puis on va voir après ce qu'on peut faire, mais juste un mot l'un ou l'autre, puis après je demanderai à Christine, comme journaliste, ce qu'elle pense de cette situation, parce que ça aussi c'est une actualité très récente. Il y a quelques heures, parce que vous dites, à un moment donné, on a eu le sentiment que les plateformes étaient prêtes à coopérer finalement à l'émergence d'une information, je dirais, particulièrement fiable, ou le plus fiable possible, mais Mark Zuckerberg a fait une déclaration dans laquelle il regrette, alors c'est vrai qu'il a fait le choix maintenant de soutenir Trump à la présidentielle, mais il regrette d'avoir retiré des contenus à la demande des autorités américaines pendant la crise Covid, d'avoir retiré des contenus de son réseau. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position du fondateur de Facebook? Je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. Allez, David, ouais. Oui, Asma. Moi, à la question, alors je l'ai appris. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à coopérer avec des autorités politiques. Alors, il va vraiment falloir qu'on acte que la posture des acteurs technologiques, en l'occurrence américains, est toujours dans une ambivalence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des acteurs... Et puis après, ils ne sont pas un bloc homogène. C'est-à-dire qu'il faut les prendre les uns distinctement des autres. Elon Musk est par exemple très clair sur la question de la liberté d'expression. Enfin, ce qu'il appelle plus exactement la liberté d'expression, qui est en fait la foire d'empoigne de l'extrême, du complotisme et du suprémacisme blanc. Donc ça, et puis il est clair, il l'assume. Maintenant, dans le cas de Zuckerberg, c'est un peu plus ambigu, parce que depuis justement Cambridge Analytica, depuis la salve d'excuses qu'il a dû faire devant les représentants divers et variés... Cambridge Analytica, il faut rappeler, c'était l'aspiration de données par cette start-up pour influencer un processus avec des ingérences électoral. russes par ailleurs. C'est-à-dire que là, c'était le melting pot, c'était le nec plus ultra de tout ce qu'on pouvait trouver. Captation des données sans le consentement, ingérence, des officines qui voulaient donc influencer les swing voters, donc les États clés où se jouent en fait les élections américaines régulièrement. Donc Cambridge Analytica, après, avec quand même une petite précaution,
on n'a jamais su mesurer le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'à la fin, on n'avait pas si vous voulez, un détecteur du vote de chaque personne qui a été ciblée. Mais est-ce qu'il y a eu des millions de personnes ciblées pour influencer dans une forme d'ailleurs de bataille culturelle qui était parfaitement assumée par Steve Bannon lui-même à l'époque? Il y avait des campagnes très différenciées en fonction du Bannon, fait qui était l'un des principaux conseillers sur toute cette stratégie de communication de Donald Trump. Donc, je termine simplement mon tunnel, mais sur la question de Zuckerberg qui regrette, Zuckerberg est un peu un chat échaudé qui craint l'eau froide, qui a été extrêmement discret, qui a été proche de Trump par l'entremise d'un certain Peter Thiel, qui est un représentant, disons maintenant, d'une forme d'extrême droite conservatrice américaine, grand argentier de la Silicon Valley. Après, suite au scandale de Cambridge Analytica, Zuckerberg s'est un peu retiré et donc n'a plus tellement eu de prise de position publique, politique. Mais le fait est qu'il y a aux États-Unis cette tension permanente sur la liberté d'expression qui est, par le premier amendement, vécue comme maximaliste. Aux États-Unis, à peu de choses près, assez peu de contenus sont pénalement répréhensibles. Vraiment à quelques exceptions près. Et donc, il est possible que son intervention aujourd'hui ne soit absolument pas politiquement neutre. Après, à vous dire quel est l'agenda de Zuckerberg, le timing aussi de sa déclaration aujourd'hui, ça, je serai grand clair et j'ai absolument pas de boule de cristal. Je ne suis pas dans la tête de Zuckerberg. En revanche, le timing, dans un contexte américain justement, où la question de la liberté d'expression, avec tout un tas d'autres jeux, va cristalliser, si vous voulez, les tensions, parce qu'ils vont jouer là-dessus, ça va être une des lignes de clivage, n'est pas neutre. Bien. Peut-être je me tourne vers Christine Kelly, femme de médias, parce que vous avez vécu aussi cette transformation comme journaliste, de nombreuses années à LCI avant de rejoindre le CSA en 2009, il faut le rappeler, où vous êtes occupé aussi de régulation et d'éducation média, on aura l'entendement de parler, puis bien sûr, maintenant CNews depuis 2019 avec l'émission Face à l'info qui a fait sa rentrée hier soir d'ailleurs. Hein. Donc merci d'être là en pleine rentrée. Comment vous voyez cette transformation des choses qui est que ce qu'on a appelé à un moment donné les médias, on disait c'est le quatrième pouvoir, la presse, les journalistes. On a le sentiment qu'on n'a plus beaucoup de pouvoir et que le pouvoir des réseaux sociaux sans ce qui faisait aussi la confiance qu'il pouvait y avoir à une époque, elle est maintenant largement entamée entre le public et les médias, est plus fort que celui des journalistes, bien plus, en tout cas bien plus prégnant en influence. Je dirais deux choses. La première, c'est que lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, aujourd'hui l'ARCOM, on ne pouvait pas, par exemple, citer Facebook et Twitter à la télévision. C'était interdit. À ce point-là? Parce que ça voulait dire que c'était de la publicité clandestine pour ces grandes marques qui pouvaient lever des milliards de dollars. On était quasiment le seul pays au monde à ne pas le faire. J'ai fait un texte voté par les membres du Conseil pour autoriser cette citation pour faire lien avec votre introduction, accompagner cette technologie avec laquelle on vit aujourd'hui. À l'époque, beaucoup de patrons de chaînes et de radio me disaient à quel point ils étaient interpellés aussi par le fait que le CSA, par exemple à l'époque, déjà commençait à rejeter sur les réseaux sociaux la responsabilité juridique. Et les patrons, par exemple, de Google, etc. et tout, s'insurgeaient sur le fait qu'on posait sur eux la responsabilité de la modération, la responsabilité de la justice, la responsabilité de ce qui est bien et qui est mal, et en se disant, mais on n'a pas le pouvoir, on n'a pas les moyens de tout faire, et pourquoi cette responsabilité a été posée sur les épaules des grands réseaux sociaux? C'est une véritable question, et aujourd'hui, avec l'arrestation du patron de Telegram, on peut se poser beaucoup de questions. Il est accusé, entre guillemets, de pédocriminalité, terrorisme, etc., les plus grands mots. Est-ce lui le coupable? Est-ce le réseau social Telegram le coupable? Est-ce ceux qui sont à l'origine des faits qui sont coupables? Il y a là toute une chaîne à analyser. Ma deuxième remarque, c'est que lorsqu'on parle de fake news, pour moi,
il y a 3 prismes à analyser dès qu'on entend fake news ou bien dès qu'on voit une information. Je dis souvent EVS, erreur volontaire ou subtile. L'erreur, exemple, Martin Bouygues est mort. C'était une erreur. Il ne faut pas oublier ce niveau de fake news. Exemple, Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Ça a fait la une de tous les médias. Du breaking news pratiquement. Breaking news, voilà. Il ne faut pas oublier, négliger ce premier niveau. Deuxième, la fake news, la fausse information volontaire. La fausse information volontaire, par exemple, j'ai appris il y a quelques mois que j'étais décédée d'une leucémie. C'est une mauvaise information volontaire. Et qui a fait du tour, le tour des réseaux sociaux au point que vous avez été obligé de le démentir à l'antenne. Oui, de démentir. Coucou, je suis encore still alive. Pour combien de temps, Dieu seul sait, mais en tout cas, voilà. Donc, vous n'êtes pas la première à être victime de ça. C'est intéressant de voir qu'il y a des fausses informations volontaires, mais à un premier niveau. C'est-à-dire, voilà, telle personne est décédée, ou bien il y a d'autres exemples comme ça. Et puis il y a la plus subtile, celle qu'on ne voit pas forcément, c'est celle où on va dénoncer de fausses informations, ce qui ne l'est pas, pour jeter une étiquette, pour cristalliser, stigmatiser, condamner, attaquer. Et c'est celle-ci aussi sur laquelle il faut faire terriblement attention. Parfois, ce qu'on décide être, ce qu'on annonce être, ce qu'on cible être de la fausse information ne l'est pas, mais c'est une étiquette jetée pour cristalliser, attaquer, décrédibiliser. Mais je suis obligé d'aller au bout de votre raisonnement. Donc, les fake news, vous en avez été victime, mais vous appartenez à une chaîne qui promeut le débat, qui promeut la liberté d'opinion, mais qui est parfois aussi montrée du doigt, voire aussi qui a subi des sanctions de l'ARCOM, pour avoir justement, éditorialement, véhiculé des informations qui ont été considérées par certains comme des fake news, y compris dans votre propre émission. Comment vous réagissez à ça ? Je réagis à ça dans le dernier niveau, oui. C'est-à-dire souvent... Par exemple, quand vous avez pu laisser croire que la France était un pays record en matière d'insécurité en Europe, c'est une chose qu'on vous a reproché. Voilà. À qui ? D'avoir, par exemple, mis en avant un classement qui donnait la France comme un pays record en matière d'insécurité en Europe, alors qu'en fait, ce classement n'était pas sérieux ou n'était pas attesté, etc. Je vous donne cet exemple, ce n'est pas du tout pour vous mettre en cause, vous personnellement, mais puisque vous allez au fond des choses et de cette troisième catégorie de fake news, et que nous-mêmes, les médias, on est parfois dans un état de fragilité, on est aussi sur des lignes de crête, comment est-ce que vous abordez cet enjeu-là qui fait que parfois, votre groupe et votre chaîne a pu être critiqués ? Ce que vous venez de dire est une fake news. Par exemple... Voilà. C'est bien qu'on purge le sujet. Voilà. Il a été reproché de ne pas avoir cité plus souvent la source en disant que ce n'était pas un sondage comme un autre. Voilà la précision. Donc il est important de souligner régulièrement que derrière l'étiquette se cache une réalité, et cette réalité, c'est important de la décrypter. Derrière l'étiquette, et c'est là où il faut encourager les gens à aller derrière l'étiquette. Et pour venir peut-être à l'éclairage de façon générale, avoir un certain bon sens, avoir un certain niveau de critique, avoir un certain recul, pour ne pas se jeter dans la gueule du loup, aboyer avec tous les autres en disant « Regardez, par exemple, Christine Kelly est facho ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment où on peut se retenir, réfléchir, analyser et ne pas tomber avec cette étiquette qui est stigmatisée, collée, affichée pour votre mise à mort sociale. Réfléchissons. La subtilité, elle est justement là. Voilà, donc il y a encore une place pour un travail, pour ne pas être noyé dans ce pouvoir des réseaux sociaux et pour avoir un travail de distinction journalistique, on va dire. Enfin, je ne sais pas, j'espère que j'imagine que c'est aussi votre souci. Distinction journalistique, distinction de la part du téléspectateur, du lecteur et aussi de l'auditeur, distinction des politiques, distinction du commun des mortels. C'est sûr que ce décryptage doit avoir lieu à tous les niveaux. Lorsque cet été,
je vois une vidéo où Emmanuel Macron est en train d'embrasser sur la bouche un homme, je vais vous dire, elle paraît très réelle, cette vidéo. Et ensuite, mais tout de suite, vous prenez un certain recul. Elle est vraie, elle est fausse. Ouais. Ça met un temps de réaction. Lorsqu'on va vous dire que Brigitte Macron, c'est un homme, et lorsque vous passez des heures et des heures à discuter avec des gens qui vous disent « mais absolument, c'est un homme », je lui ai dit « vous l'avez rencontré ?» Moi, j'ai rencontré Brigitte Macron. Je ne pense pas que ce soit un homme. Mais je vais vous dire, il y a combien de personnes qui pensent que Brigitte Macron est un homme? Pardonnez-moi, je parle des questions directes et franches. Oui, on est là pour ça. Des sujets directs et francs, dont on n'ose pas parler, peut-être comme les vaccins, mais il y a de quoi se poser des questions. Ça, c'est très interpellant. Où on va aujourd'hui? Et évidemment, j'ai parlé tout à l'heure du fait que de cette étiquette qu'on veut souvent accoler pour mieux stigmatiser et tuer. Oui. Quelle est la frontière entre le débat qui doit ne pas avoir de tabou, et c'est aussi parfois peut-être le risque d'une régulation que de ne pas vouloir aller aux frontières de ce qui dérange ou de ce qui bouscule, et justement le risque de propager des fake news. Vous parlez des vaccins. Bon, on sait malgré tout que pendant la période Covid, il y a eu aussi beaucoup de fake news et beaucoup de craintes qu'on a distillées dans l'opinion, alors qu'on connaît l'efficacité globale des vaccins. Et on connaît aussi certainement des effets secondaires. Où est la réalité? Et c'est là où les gens se posent des questions. Est-ce qu'on dit le vaccin tue? Est-ce que c'est vrai? Le vaccin sauve? Est-ce que c'est vrai? La réalité est peut-être entre les deux. Mais la réalité n'est pas forcément le vaccin sauve, point. Il sauve plus qu'il ne tue, ça on en est quand même à peu près certain. Qui sait? Qui a mené toutes les analyses qu'il faut? Personnellement, je ne me pose pas. Je ne tranche pas, je pose la question. Et avec Donc vous êtes pour le droit de poser les questions, quelles qu'elles soient. Je suis pour le droit de se poser des questions. Regardons ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à Mark Zuckerberg qui regrette d'avoir subi ces pressions. Tout le monde a subi des pressions pour ne pas parler des vaccins. Tous les médias ont subi des pressions pour ne pas parler des vaccins. Peut-être que c'était justifié à ce moment-là, à un moment M, ou pas. Laissons certains se poser des questions. Peut-être que ça n'était pas justifié. Il n'empêche que le fait qu'il y a eu des interventions pour ne pas parler de certains sujets crée le doute dans la tête du téléspectateur, dans la tête du lecteur sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres sujets. Et on peut se poser des questions. Ça, c'est un élément de débat très intéressant, c'est que vous dites parfois peut-être la tentative de régulation ou de limitation va renforcer quelque part la crédibilité d'une information qui peut être ou d'un fait qui pourrait être contesté et donner lieu au débat, parce que justement on se dit à partir du moment où on cherche à limiter, à interdire, à encadrer, c'est que peut-être il y avait quelque chose de vrai. Éric Rochon, quel est un peu votre regard sur les propos qui ont été tenus avant d'entendre Jacques Pomeroy? Alors Éric Rochon, je rappelle, hein, vous savez quand même 30-35 ans que vous vous intéressez aux questions d'influence, de guerre, d'espionnage, avec la grande série qu'on connaît, mais ça avait commencé avec Les Patriotes en 93, il y a eu Möbius en 2013, où on a vu d'ailleurs, au départ, il n'y avait pas les réseaux sociaux dans vos films, et maintenant, évidemment, ils sont apparus. Pardon, je vous laisse répondre à cette question. Bonjour, j'aurais une réflexion en 2 points. La première, c'est que ce qui vient d'être dit est très intéressant. La question qui a été posée, c'est est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? C'est une question très importante et pourtant qui n'intéresse absolument plus personne. Pourquoi? On ne veut plus avoir affaire à la vérité. Elle ne nous intéresse plus. Pour plusieurs raisons qui sont très profondes. Une des premières raisons, c'est que la vérité est compliquée. Il faut aller la chercher. Elle n'est pas révélée, en fait. Il faut la chercher. Ça demande du travail, ça demande du travail de recoupement, ça demande de la rigueur, ça demande des efforts. Et elle n'est pas forcément toute noire ou toute blanche. La première chose, c'est que d'abord, elle n'est pas donnée. Elle est compliquée, elle est complexe. La deuxième chose, c'est qu'elle est souvent difficile à entendre. Elle ne va pas dans le sens de nos désirs et elle ne va pas dans le sens de nos craintes. Elle ne va pas dans notre sens. Elle nous gifle. La vérité, c'est la parole du réel. Le réel nous gifle. Le Covid a été une gifle, on ne l'attendait pas. La guerre est une gifle, on ne l'attend pas. Et donc, la vérité, on ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle ne va pas dans le sens de notre désir. Elle ne nous fait pas plaisir. On dit souvent que les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Bon, il n'y a que la vérité qui blesse. Elle blesse,
Et une autre raison, c'est qu'elle est complexe, elle est souvent décevante. Elle est complexe et donc elle demande encore une fois un effort intellectuel. Donc on ne veut plus de la vérité parce que nous sommes à une époque, et là ça rejoint la deuxième réflexion sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, ce n'est pas un médium, ce n'est pas un outil. C'est une nouvelle, ça a été un médium, mais maintenant ça a créé une nouvelle subjectivité qui nous enveloppe absolument tous. Que vous utilisiez votre téléphone ou pas, que vous soyez sur Twitter ou pas, vous êtes aliénés, nous sommes aliénés aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont créé un discours qui est dans le sens d'un rapport au réel. Ça a créé un nouveau rapport au réel. Ce nouveau rapport au réel, c'est celui qui est dominant aujourd'hui. Et nous sommes tous aliénés à ce nouveau rapport. Nous essayons tous de lui courir après. Les médias, effectivement, il y a quelques années, on n'avait pas le droit de citer Twitter. Mais maintenant, les médias ne font que citer Twitter, ne font que parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une nouvelle réalité que les médias doivent commenter. Parce que même les politiques qui parfois les critiquent, les utilisent pour faire leur communiqué. Les politiques n'utilisent pas les réseaux sociaux. Les politiques sont aliénés aux réseaux sociaux. Le discours acéphale, cette nouvelle subjectivité acéphale que sont les réseaux sociaux, aliène absolument tous les discours de la société. Et donc, les politiques sont à la remorque, sont à la traîne des réseaux sociaux. Ceux qui savent parler la nouvelle langue des réseaux sociaux, cette nouvelle langue qui est la langue de cette nouvelle subjectivité, ceux qui savent la parler sont les populistes. Les réseaux sociaux, c'est la subjectivité à laquelle les populistes parlent le mieux. Et c'est bien pour ça qu'on peut constater une montée du populisme de droite ou de gauche. On constate une montée du populisme synchrone avec la montée des réseaux sociaux et l'importance des réseaux sociaux. C'est absolument synchrone. Ceux qui leur parlent le mieux, et pas à vous, à toi, à moi, c'est pas un individu. C'est une subjectivité qui dépasse absolument tous les individus. Et je pense que ça dépasse même les créateurs des réseaux sociaux. Ça dépasse les utilisateurs des réseaux sociaux. Nous avons affaire à une nouvelle subjectivité qui est en gros, qu'on pourrait résumer comme étant la subjectivité de la meute, la subjectivité du monde, du nombre, la masse. Cette subjectivité-là recouvre notre monde absolument. Et on a tous besoin de comprendre comment finalement, la maîtriser. La maîtriser. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ça remet en cause l'idée de vérité. Je vais finir là-dessus. Aujourd'hui, la vérité n'est considérée comme une fiction parmi d'autres. Voilà. Et d'ailleurs, la preuve en est que cette vérité médicale, par exemple, sur les vaccins, est remise en cause parce qu'elle est considérée comme une fiction possible. Il y en a d'autres des fictions, il y a d'autres vérités. La vérité scientifique, on la remet en cause parce qu'elle est compliquée. Elle est compliquée à accepter. Et surtout, c'est qu'elle ne va pas toujours dans le sens de nos désirs. La différence entre une théorie du complot, par exemple, et une autre théorie quelconque, la théorie du complot, c'est celle qui va systématiquement dans le sens soit de vos souhaits, soit de vos craintes. La réalité n'a que faire de vos souhaits et de vos craintes. La réalité, elle vous gifle, elle vous prend par surprise. Et c'est ça qu'on ne supporte plus. On ne supporte plus d'être limité par une réalité qu'on ne maîtrise pas. On a besoin, et donc il y a vraiment un nouveau rapport au réel, et donc un nouveau rapport à notre propre finitude qui est absolument refusé aujourd'hui. Nous ne voulons plus aucune contrainte. La vérité est une contrainte, nous n'en voulons pas. Donc le pouvoir du faux est plus fort que le pouvoir du vrai. Est-ce que je comprends de ce que vous nous dites ? Ouais. La fiction a ceci d'agréable, c'est que elle nous fait jouir. Soit par la peur, par nos émotions, mais elle va là où on a envie d'aller. Elle va là où on l'attend. Oui, mais quand vous faites une série, quand vous faites un film, il y a un générique au début, et on regarde un film, on regarde une fiction. Quand on est sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de générique. Non, on est censé regarder ce qui se passe, le réel, un réel. Et finalement, on transforme ce réel pour en faire une fiction, sans l'avoir dit. Les réseaux sociaux, encore une fois, c'est un discours. C'est une subjectivité à laquelle on s'adresse et qui s'adresse à nous. Ouais. Voilà.
Alors, Jacques Pomereau, vous êtes ici, et c'est important de vous avoir dans cette table ronde, donc patron d'Inetum, leader européen des services numériques aux entreprises, 19 pays, 28 000 consultants. Vous êtes passé par Atos, Salesforce, la SAP. Donc le monde de la tech, vous êtes baigné dedans. Vous avez entendu presque ce procès qu'on formule à l'endroit des réseaux sociaux, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer, mais c'est quand même affreux. Comment vous réagissez en tant qu'acteur de la tech, en tant qu'acteur de l'innovation à cette situation qui a été décrite par l'ensemble des intervenants, de réseaux sociaux comme arme de guerre, de réseaux sociaux comme venant satisfaire nos désirs le plus profond de croire au simple et à l'immédiat? Alors, quand on était plus jeune, à l'école, on nous apprenait « je pense donc je suis ». Et maintenant, on est passé dans un monde qui est « je crois donc j'ai raison ». Et ma conviction, c'est que la réponse passe par l'éducation et l'esprit critique. Je vais y venir. Déjà, un premier point, c'est que ce nouveau monde est irréversible. Sur 8 milliards d'êtres humains, vous avez 3 milliards d'utilisateurs actifs de Facebook par mois, 2,5 milliards d'utilisateurs actifs de YouTube par mois. Les autres grands réseaux sociaux, les WhatsApp, les Telegram, sont presque au milliard ou pour certains supérieurs. On sait aussi que la capacité à créer du faux, elle est dans la poche de chacun. Aujourd'hui, vous achetez sur votre téléphone pour 5 € une app, vous prenez une photo de vacances, vous pouvez remplacer les amis qui étaient avec vous, la publier, vous avez fait une fake news. Et je parlais tout à l'heure de Joe Biden, il paraît que la fausse voix de Joe Biden, par exemple, ça a coûté 500 € au type qui l'a créé. Voilà. Il y a un film publicitaire pour Volvo qui a été sorti il y a quelques semaines, fascinant, où une personne a créé un film publicitaire seul en une journée en utilisant 3 outils LLM successifs. Cette publicité est de qualité professionnelle. Donc, créer du faux est tout à fait possible. Maintenant, en tant que chef d'entreprise, il faut aussi qu'on réalise que ça nous concerne en plus de nous en tant que citoyens. Les entreprises, j'en suis convaincu, sont un rouage essentiel de la démocratie, leur bon fonctionnement. Et je vais vous raconter une anecdote du fake. Il y a un mois, un de mes patrons en Amérique latine a eu un appel de ma part en FaceTime, 15 minutes, l'accent français, le costume, tout. Et à la fin, l'appel s'est terminé par « ça serait bien d'acheter des cryptos ». Bon, il a eu la présence d'esprit de me passer un coup de fil. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la technologie est capable de tenir un appel FaceTime ultra réaliste avec un patron qui ne parle pas votre langue maternelle. Il y a un comptable à Hong Kong qui a eu moins de présence d'esprit, qui a fait un virement de 15 millions de dollars suite à une arnaque de même type. Mais au-delà de ça, qui sont des actes malveillants, ce qui nous préoccupe aujourd'hui avec l'IA, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intention néfaste, il y a juste un outil, une IA qui se trompe et qui peut, en tant que dirigeant, vous faire prendre de mauvaises décisions, vous faire une mauvaise analyse de marché, mal comprendre vos clients, mal comprendre vos états financiers. Donc le risque du faux, il est important aussi pour les entreprises, rouage essentiel de la démocratie. Néanmoins, je trouve que la discussion est, dans un pays comme la France où on est un des pays les plus sceptiques par rapport à l'IA, si vous regardez les classements internationaux, est un peu biaisé. Si on avait le même débat en Inde ou au Brésil ou dans d'autres grands pays, on verrait que ces nouveaux réseaux sociaux, ces nouvelles façons de s'informer ont apporté énormément. Vous en parliez tout à l'heure sur Telegram, vous êtes un dissident dans certains pays, vous êtes bien content d'avoir accès à ces news que le gouvernement qualifierait de fake via ces réseaux. Vous êtes en Inde, vous avez eu une campagne récemment qui, pour la première fois, a permis aux candidats de faire une profession de foi dans une des plus de 15 langues locales pour que la population, le milliard d'électeurs, comprennent la profession de foi de ces dirigeants. Donc il y a des bénéfices formidables aussi à ces nouveaux moyens d'information, de communication démocratiques. Donc comment faire ? Pour moi, c'est une question d'éducation assez tôt. Vous regardez des pays comme l'Estonie, comme la Finlande, le Canada, à l'école, on vous apprend l'utilisation du numérique et vous posez des bonnes questions, un jugement sceptique éclairé. Vous regardez Singapour, on vous apprend là aussi à comparer les sources et vous faire en tant que citoyen votre opinion.
Et aux États-Unis, mes enfants sont dans le système américain, ils n'apprennent pas l'histoire et la géographie, ils apprennent les social studies, qui est une façon de questionner, de voir les éléments historiques selon différentes perspectives pour se faire sa propre opinion et ne pas accepter un narratif imposé. Donc je pense qu'avant tout, c'est l'éducation, bien sûr, contexte réglementaire, mais éducation, jugement critique, c'est ce qui va le plus apporter à la démocratie dans ce nouveau monde. Oui. Et vous, je vous sens tous les deux d'ailleurs un peu réticents par rapport à cet enjeu qui dit au fond c'est aux citoyens de s'armer pour pouvoir séparer, comme on disait naguère, le bon grain de l'ivraie. David et Asma. J'ai l'impression que face aux enjeux géopolitiques notamment. Alors, depuis l'apparition de mon livre, j'ai beaucoup travaillé auprès de l'OCDE sur ces questions de lutte contre les manipulations de l'information. Qui a publié d'ailleurs un rapport auquel vous avez participé, je crois, au printemps. Hein. Oui, oui. Et dans ce rapport, précisément, nous mettions en évidence le fait que la solution n'est pas univoque. L'éducation aux médias est importante, l'esprit critique est important, mais il faut aussi considérer les questions à l'échelle globale. Or, à l'échelle globale, à l'échelle systémique, on constate que la désinformation devient endémique. À l'époque de Cambridge Analytica, les sociétés spécialisées dans l'influence numérique se comptaient sur les doigts d'une main. Seuls 20 pays dans le monde en avaient. Aujourd'hui, une centaine de pays en disposent et on assiste à une globalisation de la manipulation de l'information par des sociétés indiennes, des sociétés russes, américaines, bien sûr. Et nous faisons face à une instabilité croissante de nos espaces informationnels. Au forum de Davos, vous aussi le nombre de sites générés par l'intelligence artificielle, notamment aux États-Unis, c'est assez impressionnant, voilà, de sites dits d'information. Aujourd'hui, il y a plus de faux sites d'information locaux aux États-Unis que d'authentiques sites d'information locaux. Il se crée des dizaines de faux sites par semaine. Et les progrès de l'IA générative sont considérables entre les mains d'acteurs malveillants, ce qui déstabilise nos environnements informationnels. Au forum de Davos, la désinformation et la mésinformation ont été classées numéro 1 parmi les risques qui se présentent aux entreprises à horizon de 2 ans. C'est un risque dans la mesure où aujourd'hui le rythme de production du faux, le rythme de diffusion du faux, la portée du faux ont considérablement augmenté. Nous assistons à la conjonction entre des systèmes algorithmiques de plateformes qui ne sont pas toujours vertueux, la conjonction avec des influenceurs qui ne sont pas toujours bien intentionnés et des foules numériques qui sont, je crois, la nouvelle réalité de notre temps. Les émeutes de cet été, comme auparavant les Gilets jaunes, sont en quelque sorte une annonce de ce que nous pouvons redouter, c'est-à-dire l'instrumentalisation. Les émeutes au Royaume-Uni. Hein. Au Royaume-Uni cet été, l'instrumentalisation de nos environnements informationnels pour fragiliser la cohésion de nos sociétés, fragiliser l'image aussi de nos entreprises. Donc face à ça, vous dites que l'éducation aux médias, c'est un élément, mais ça ne peut pas être le seul, et donc il y a une conjonction de mesures à prendre, c'est ça? Dans le rapport de l'OCDE, ce qui est mis en avant, c'est l'idée d'une all of society approach, c'est-à-dire une approche par l'ensemble de la société. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, et je dirais surtout pas seulement l'affaire de l'État. Ce n'est pas l'affaire de l'armée, et je dirais surtout pas seulement l'affaire des militaires. C'est l'affaire de toutes et tous ici, et l'exemple finlandais, comme l'exemple estonien, comme l'exemple de Taïwan, nous invite à considérer la nécessité pour les entreprises de se mobiliser au service de la défense de l'intégrité de nos espaces informationnels. Il ne s'agit pas de porter atteinte ni à la liberté d'expression, ni à la liberté d'opinion, ni à la liberté d'informer, mais de garantir que nos espaces informationnels ne soient pas pollués comme ils le sont aujourd'hui par des contenus faux générés par IA. Il faut s'imaginer que cette pollution désormais est de plus en plus systémique dès lors que nos systèmes d'apprentissage des géants comme ChatGPT reposent sur des contenus faux. Et quand vous questionnez par exemple ChatGPT sur la guerre en Ukraine, vous avez des réponses étonnantes. Les Britanniques ont une formule garbage in, garbage out. À partir du moment où votre input informationnel est pollué, il va de soi que votre output l'est aussi. Et la solution n'est pas unique, oui. Elle repose sur une mobilisation de tous et tous. Elle peut d'ailleurs aussi passer par l'IA, puisqu'il existe des outils d'IA et des sites pour faire du fact-checking, voilà, ou pour lutter contre à ce moment-là. Néanmoins, j'ai l'impression que cette combinaison pour vous ne suffit pas, parce que vous insistez sur une dimension politique malgré tout. Alors non, moi je souscris à tout ce que dit David sur la question la réponse multifactorielle, systémique, évidemment, sur la massification, l'industrialisation du faux, évidemment, mais il y a quelque chose qui m'embête profondément depuis le début
de notre discussion. Tant mieux, on a encore le temps de le dire. Et qui est en fait absolument symptomatique de la façon dont la question des réseaux sociaux est prise partout dans le monde. Partout, ce n'est pas juste nous aujourd'hui. C'est la façon dont le débat public s'est saisi de la question de l'hystérisation, plus exactement, autour des réseaux sociaux, devenant l'ultime coupable, le coupable facile, trop facile sans doute, de en fait un malaise qui n'a rien à voir initialement avec le vecteur. Il est vrai que ça crée de nouvelles subjectivités. Il est vrai que ça crée de nouvelles sociabilisations. Il est vrai que c'est un filtre parmi d'autres filtres avec une forme de réel. Mais comme la télé est un filtre avec le réel. Et en réalité, le problème qu'on a, parce qu'on ne sait pas le mesurer, parce que les sciences sociales ont oublié de s'y intéresser, c'est que depuis le départ, on s'est intéressé, quand on parle des réseaux sociaux, à la fabrication des contenus, aux espaces qui véhiculent les contenus, aux leaders d'opinion qui amplifient les contenus, aux médias qui blanchissent les contenus en les relayant pour les dénoncer ou pour les porter, peu importe. La visibilisation souvent des comptes complotistes, etc., est souvent assez confidentielle en réalité. C'est le bruit autour, c'est le système autour qui fait que tout d'un coup on va parler de quelque chose plus que d'une autre. Donc en fait, c'est un peu le problème. Et donc le problème que j'ai moi, c'est qu'on ne s'intéresse jamais à la réception de l'information, à la réception des contenus. Et là, à mon avis, on est tous, ils sont comme ça, n'a pas de sens. Il n'y a pas de on est un con. Donc, à partir de ce moment-là, de qui on parle? Aujourd'hui, les études de l'ARCOM, les plus récentes, celles qui sont sorties en mars, montrent en fait une diversité des canaux d'information. On se multi-informe, on ne se mono-pas-informe juste sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une complexité de la réception qu'on ne sait pas très bien mesurer parce que précisément elle est complexe, parce qu'elle est interdisciplinaire, parce qu'il faut énormément de finesse d'analyse, parce qu'il faut énormément de temps. Et donc c'est beaucoup plus simple de s'attaquer à l'amont. Or il y a aussi l'aval. Et l'aval, c'est que moi je peux être parfaitement aujourd'hui exposée à des contenus faux, à des fake news, à des théories complotistes, de déstabilisation venant de régimes malveillants, russes, chinois, etc. Je peux parfaitement les relayer, pas parce que j'y adhère, mais parce que j'ai envie de montrer à quel point c'est absurde, à quel point c'est faux. Et donc, attention toujours aux métriques. Les métriques ne sont pas toujours le reflet d'une intention ou l'intention qu'on veut bien leur donner. Et ça, c'est beaucoup plus difficilement mesurable et traçable. Donc, à la question de est-ce qu'il y a une massification, une industrialisation du faux? Oui, dont acte. Il y a eu tous les rapports de ces cabinets de cyber, Kaspersky, etc., qui expliquent qu'aujourd'hui, pour faire un deepfake, c'est entre 300 et 20 000 $. Donc, autant vous dire que vous avez un tel abaissement des coûts qu'en effet, vous avez la massification, que ça coûte absolument rien, y compris dans le champ des cyberattaques, d'ailleurs, qui forment un continuum, par ailleurs, entre la désinformation, la propagande et les déstabilisations de nos régimes. C'est clair. Mais attention, parce que quand tout à l'heure, vous disiez, il y a je ne sais combien de milliers de sites fous qui sont créés. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, on a changé d'échelle? Qu'est-ce que ça représente en proportion? On a changé d'échelle. Or, quand un problème change d'échelle, probablement qu'il change de nature. Or, on continue à le lire avec les yeux, avec les institutions du XXe siècle. Et c'est en ce sens que nous sommes en retard. Et donc la question politique, pour atterrir, c'est la question non pas du vrai. La vérité, c'est qu'en fait, on se pose la question de qu'est-ce que le vrai depuis, j'ai presque envie de vous dire dans les très mauvaises copies, depuis la nuit des temps, depuis toujours. Donc, qu'est-ce que le vrai? C'est un serpent de mer éternel qui est réactivé, non pas par les réseaux sociaux, mais qui est réactivé parce que nous sommes dans un malaise démocratique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une polarisation qui est globale, qui est une polarisation politique, qui est une polarisation médiatique, qui est une polarisation affective. Et donc, les réseaux sociaux aussi sont des vecteurs de polarisation. Et donc, la réponse Et puis, je termine juste. Le vrai problème des réseaux sociaux, si on devait les essentialiser, ce sont leur modèle économique et ce sont leur statut juridique. Ce sont des boîtes privées qui sont là pour faire du fric à la fin des fins. Et donc, si on n'a pas désamorcé, si vous voulez, la question du modèle économique, de la viralisation, et donc, en effet, les contenus les plus rentables qui vont vous engager le plus sont les plus, disons, outranciers. Si on n'a pas désamorcé ça, oui, on va continuer à avoir des débats sur la responsabilité des réseaux sociaux encore longtemps. Ouais. Mais attention à ne pas surestériser quelque chose qui doit être pris dans un contexte plus général. C'est Marc Bloch qui le disait, et il le disait pendant la Première Guerre mondiale. Alors, Éric Rochon, comment est-ce qu'on peut déviraliser ?
Alors, il n'y a de vérité que de discours. Rapidement, pour qu'on entende aussi Christine et Jacques. Je veux dire que seul ce qu'on dit est vrai ou faux. Il n'y a pas le vrai, c'est ce qu'on dit est vrai ou faux. Donc ce qu'on dit sur le réel, ce qu'on dit sur le monde est vrai ou faux. Quand on vit dans une communauté, dans une société de communication, où la parole, la communication, et même avec la communication démocratique, puisque les démocraties représentatives reposent sur les discours, sur les paroles. Donc la vérité a un vrai enjeu. Or, ces paroles sont vraies ou fausses. Bon. Il y a des endroits, il y a des domaines de la vie où le réel est très important. Prenons l'exemple de l'Ukraine. On dit que les services secrets russes ont mal informé Vladimir Poutine. On lui a dit, on lui a fait miroiter une Ukraine dans laquelle il pourrait rentrer comme dans du beurre, elle ne se révolterait pas, elle ne pourrait pas résister plus de 3 jours. Sur la base de cette parole, il a fait la guerre. Et maintenant, on est dans une guerre quasi mondiale où tout le monde est sommé de participer. Et donc, les conséquences de cette contre-vérité sont énormes. Mais les conséquences, en fait, ça ne s'arrête pas, la guerre ne s'arrête pas pour autant. On est d'accord. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, encore une fois, c'est est-ce qu'on veut avoir... Il y a d'autres domaines où la vérité est importante, le domaine économique, par exemple. On a toujours dit, le marché a toujours raison, hein, dans le domaine du trading. Le marché a raison. Bon. On a besoin de mettre la main dedans. On a besoin de pêcher les poissons dans cette mer. Donc, le rapport à ce réel-là est important, le rapport au réel économique est important. Il y a des endroits, finalement, où la vérité des paroles a un véritable enjeu. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en politique, ben en fait, il n'y en a pas. Donc il faut essayer de réhabiliter ces espaces-là. Je voulais juste terminer sur une chose. Terminer, puis en fait, un dernier mot ensuite, parce que je suis rattrapé par la vérité, notre c'est une ami. question de méthode. En fait, ce dont vous parlez, c'est la méthode. Il faut conserver l'idée de la méthode. La méthode, c'est la seule façon finalement, d'essayer de dire une parole vraie. Ouais, donc c'est faire jouer un peu la raison, hein, même si vous avez... Mais non, c'est aller à l'école, c'est Okay. c'est nos institutions publiques, c'est pas les réseaux. À un moment donné, si on ne va pas comprendre que le problème est politique et n'est pas technique, on va vraiment passer à côté de l'époque. Alors Jacques Pomereau, sur la façon dont on limite cette viralité sans tuer l'innovation, parce que c'était le message, puis on terminera juste avec Christine sur aussi Je vais juste conclure peut-être plus philosophiquement. Pour moi, même si on n'a pas de premier dans notre pays, la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de penser sont les plus belles caractéristiques d'une démocratie. Oui. Et même si elles viennent... Il ne faut pas que pour la défense de la démocratie, on tue ce qui est le fondement de la démocratie. Ça, c'est clair. Si on prend du recul, même si elles viennent avec des inconvénients parfois, il faut les défendre à tout prix. Christine ? J'aime beaucoup ce qu'a dit monsieur sur le réel et aussi sur le recul qu'il faut avoir. Et je dirais que comme solution, c'est le discernement. C'est avoir la capacité de juger, la capacité de se dire « ça c'est faux, là j'ai un doute, là je remets en question ». Comment avoir ce discernement? Comment avoir ce jugement? Par l'éducation, par l'école, par ce qu'on apprend, par l'histoire, par la discussion, par le débat, par la liberté d'expression, par l'argumentation. Ne nous fermons pas à l'évidence du contraire. Merci Christine Kelly. C'était une belle conclusion, Nicolas. Hein. Et finalement, dans tout cet univers technologique, ce que je vois de ce que vous dites là dans ce dernier tour de table, c'est que ça réhabilite un être simple qui s'appelle l'humain. Voilà. Donc peut-être que si on remet de l'humain, de l'intelligence et de l'intuition dans tout ça, on va pouvoir dominer les démons qui nous menacent. Merci à vous.